Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Bitcoin et on va surtout parler en fait du comportement qu'on a eu lorsque le Bitcoin a commencé un petit peu à corriger en passant en fait de 40 000 $ à 30 000 $. C'est vraiment important de bien comprendre que ce qui s'est passé en fait c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir dans les semaines et dans les mois à venir. Et si on veut être capable de tenir un bull market, il faut vraiment bien comprendre la psychologie humaine et les comportements des foules. On a vraiment un exemple, un cas d'école qui est magnifique par rapport à la baisse qu'on a eue il y a quelques jours. Alors déjà, on va commencer pas forcément avec une analyse du Bitcoin, parce que pour le coup, là, on va plus se baser en fait sur les indicateurs fondamentaux. Pour les analyses, c'est beaucoup plus facile pour moi en fait de vous les envoyer directement au sein de ma lettre d'investissement parce que une vidéo, ça prend du temps, il faut la monter, il faut la préparer. Donc moi, je ne peux pas en fait juste la balancer au moment où je la fais. Donc il y a toujours un décalage alors que pour le coup, les lettres d'investissement que j'envoie, elles sont faites le jour même et elles partent quelques heures après. Donc c'est beaucoup plus facile pour faire des analyses, surtout sur un marché qui bouge énormément. Donc si vous voulez vous inscrire, l'analyse du Bitcoin, elle pour le coup, elle est toujours gratuite. Donc le lien, il est dans la description. Déjà, il faut qu'on regarde un petit peu le comportement de ceux qui font le marché. En l'occurrence, les baleines. Ça, je pense que maintenant, je le rabâche depuis un petit moment, mais il faut vraiment regarder en fait leur comportement. Ça va vraiment en dire long sur la tendance actuelle qu'on a sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies en règle générale. Donc là, en fait, je vous mets le graphique que vous connaissez maintenant, qui est l'évolution du nombre d'adresses de personnes qui ont plus de 1000 bitcoins, qu'on estime être des baleines. Baleines, donc des personnes qui ont des gros portefeuilles. Alors, en fait, étrangement, ça continue encore à monter. Malgré en fait la petite baisse qu'on a eue, en fait, on voit que l'accumulation continue. Et je dirais même en fait que cette petite baisse a dû être plutôt intéressante pour certains qui en ont profité pour continuer à se positionner et à accumuler. Donc déjà, en fait, quand vous voyez les gros qui achètent, déjà, en fait, ça ne veut absolument pas dire que le prix va s'effondrer. Parce que ça veut dire qu'il y aura des personnes qui ont les moyens de défendre des niveaux de prix. Là, pour le coup, quand on voit une accumulation comme ça, alors qu'on a une toute petite baisse, honnêtement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est même plutôt extrêmement bullish tout ça. En plus de ça, on a des gros comme Grayscale qui avaient fait une petite pause par rapport au dépôt en fait, de nouveaux Bitcoin et à la création de nouveaux GBTC. Là, je vous mets rapidement le graphique des dépôts en fait, de Bitcoin, enfin plutôt des achats de Grayscale, mais ce n'est pas Grayscale directement qui le fait, c'est plus les personnes qui s'en servent. Et ben on voit qu'ils ont fait une petite pause de quelques semaines et ils viennent de reprendre. Donc le 13 janvier, on a eu plus de 2000 bitcoins qui ont été ajoutés. Donc est-ce qu'on est reparti en fait pour une accumulation massive au sein de Grayscale? C'est fortement probable. En tout cas, il faudra surveiller un petit peu l'évolution. C'est intéressant en fait de voir que honnêtement ce mouvement, aujourd'hui, il est normal. Les investisseurs, en fait, se placent sur des actifs à risque qui délivrent du rendement dans un monde où il n'y a plus de rendement sur les actifs dits peu risqués. Donc, il y a en plus de ça un excès de liquidité et on le remarque aujourd'hui. En fait, ce n'est pas que dans le marché des crypto-monnaies. Vraiment, il y a beaucoup trop d'argent en fait dans le système. Alors, je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose. En tout cas, il y a beaucoup d'argent dans le système. Il y a beaucoup de personnes également qui se sont mis au trading, à l'investissement, que ce soit en bourse ou dans les crypto-monnaies depuis la crise du Covid, avec notamment ces groupes de personnes qui sont sur les plateformes de type Robinhood, qui aujourd'hui sont assez connus. On voit quand même qu'il y a vraiment un excès. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là donc, pour placer de l'argent parce qu'il leur faut du rendement et que les produits classiques comme les obligations ne rapportent vraiment plus rien aujourd'hui. Et je pense que vu le contexte, ça risque pas en fait de changer avant un bon bout de temps. Mais en plus de ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'amusent. Donc là, c'est pas forcément le cas parce que là, on parle plus des pros. Mais les pros, dites-vous quand même que ils ont vraiment beaucoup de liquidités. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Ils doivent s'exposer aux actions. Ils l'ont déjà fait en fait sur toutes les principales actions de croissance, comme on l'a vu avec les Amazon, les Google, les Apple, etc. Et aujourd'hui, quand même, ils commencent vraiment à se diversifier sur d'autres types d'actions, de produits, comme le Bitcoin, qui sont pour le coup beaucoup plus risqués. Alors, le Bitcoin, bien sûr, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas une action. Et il y a des raisons aussi fondamentales qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui investissent dans le Bitcoin pour des raisons aussi idéologiques, dans le sens où on refuse
le système actuel, on refuse les politiques monétaires, on refuse le système bancaire actuel et donc on se place massivement sur le Bitcoin qui est complètement neutre et qui pour le coup en fait ne dépend de personne. Donc il y a plein de raisons qui font qu'il y a une accumulation comme ça qui continue. C'est vraiment plusieurs facteurs qui font qu'il y a énormément de personnes qui continuent comme ça à acheter du Bitcoin. En tout cas, ce qui est aussi assez ironique, c'est qu'il faut faire attention au comportement moutonnier de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Et on l'a vu de nouveau, ça m'a vraiment fait marrer, donc je vais vous le partager, même si ça n'a pas forcément à voir avec les crypto-monnaies, avec l'application Signal. Donc je pense que maintenant, vous le savez, il y a WhatsApp qui veut... Facebook veut faire communiquer les données de WhatsApp et Facebook entre elles. Forcément, ça ne plaît pas aux gens, donc les gens découvrent qu'il y a Telegram et Signal. Ce n'est pas forcément des nouvelles applications. Moi, je m'en sers depuis très longtemps maintenant, mais on va dire qu'aujourd'hui, elles ont un intérêt supplémentaire. Et donc, il y a eu Elon Musk qui a justement juste tweeté « Use Signal » pour dire justement qu'il faut arrêter en fait d'utiliser WhatsApp et passer en fait sur une application qui respecte beaucoup plus la vie privée et qui a un vrai chiffrement. Et pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu en fait tout un groupe de personnes qui se sont dit « Tiens, Signal, je vais regarder en fait si Signal n'est pas coté en bourse. Tiens, bingo, il y a une boîte qui s'appelle Signal, on va rentrer dedans. » Et ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est que en fait, cette boîte a pris plus de 10 000% en l'espace de quelques heures. Plus de 10 000%. Quand même, Alors forcément, c'était une petite capitalisation, pas beaucoup de volume. Tout de suite, il y a une horde de personnes qui arrivent pour acheter. Le prix explose. Mais ce qui est effrayant en fait dans l'histoire, il y a deux choses. C'est que d'une part, il n'y a plus aucun acteur de marché pour, on va dire, un petit peu calmer les ardeurs des gens. En règle générale, il y a des acteurs de marché, des fonds, qui vont justement calmer les excès autant à la hausse qu'à la baisse. Là, pour le coup, peanuts, personne ne s'en occupe. Assez étonnant. Et en plus de ça, le plus ironique dans l'histoire, c'est que Signal, l'entreprise qui a créé l'application de communication, n'est pas cotée en bourse. Donc ça veut dire qu'ils ont acheté une boîte dans la pharma, je crois, qui n'a rien à voir avec l'application. Et c'est juste en fait des personnes qui achètent comme ça sans même se renseigner sur l'entreprise dans laquelle ils vont poser en fait des billes. Donc ça, c'est effrayant pour le coup, ce type de comportement. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que ces excès sont permis aujourd'hui et ne sont pas corrigés par le marché. Bref, en tout cas, on vit quand même une époque qui est assez étonnante. Mais ça me semblait un petit peu important de vous partager ça. Je ferme la parenthèse, on est un petit peu hors sujet. Alors, on va continuer maintenant avec les indicateurs qui nous prouvent que ce bull market, il est là pour durer et on n'est pas du tout en fait actuellement sur une phase de retournement. On va ensuite regarder le fameux indicateur stock to flow. Bon, c'est un indicateur qui est assez connu, qui est utilisé depuis très longtemps, notamment pour valoriser en fait l'or. Là, on s'en est servi en fait pour justement l'adapter pour le Bitcoin, qui a un modèle économique qui pour le coup est assez similaire. Réserve qui va être plutôt quantité limitée, inflation qui est assez faible et qui va même réduire au fil du temps. Donc pas mal de points communs avec l'or. Là, je vous mets en fait le graphique du stock to flow. Le stock to flow en fait nous fait une estimation de prix pour la mi-année 2021 dans les 110 000 $. Donc il y a beaucoup de personnes qui se basent sur ça justement pour donner une estimation de prix futur qui n'est pas du tout déconnante. J'imagine que 100 ou 110 000 $, compte tenu que le Bitcoin est déjà à 30-40 000 $, honnêtement, c'est limite la porte à côté. Donc honnêtement, ça ne m'étonnerait pas en fait que cette année, on y aille sans trop de complexité. C'est pas non plus des chiffres totalement délirants à plusieurs millions de dollars comme on peut le voir certains. Si les gens veulent rêver, c'est bien, mais la réalité en fait, c'est plus d'estimer une target dans les 100 000 $. Déjà, ce sera une très belle performance. Donc, le stock to flow, on est en plein dessus. Ça veut dire que actuellement, à peu près à 35 000 $ de Bitcoin, et bien en fait, on est pile poil là où le stock to flow aujourd'hui prédit en fait la valeur du Bitcoin. Donc, on n'est pas du tout en fait dans l'excès si on se base notamment par rapport à la création de nouveaux Bitcoins et à la quantité déjà en circulation. C'est là-dessus en fait que va se baser le stock to flow. Donc, par rapport à ça, pas vraiment en fait d'inquiétude. Il faut comprendre que le prix va toujours évoluer autour de la moyenne, donc soit à l'excès, comme on l'a eu par exemple en 2017. On est vraiment passé bien au-dessus en fait. De mémoire, il me semble que le stock to flow était aux alentours des 5 000 $ et c'est pour ça qu'à l'époque, c'était vraiment aussi une cible qui était privilégiée. Et pour le coup, on est monté à 20 000. Donc vous voyez qu'on peut bien sûr partir sur quelques excès. On ne va pas forcément s'arrêter à 100 000. On peut monter à 200, à 300.
et ça va être vraiment sur des phases d'accélération qui ne vont pas durer très longtemps, en tout cas si ça se produit. Donc, par rapport au stock to flow, en tout cas pour l'instant, on est bien orienté, on suit tranquillement en fait l'évolution du stock to flow, et donc j'ai envie de dire pour le coup, si ça continue comme ça, rendez-vous à peu près à 110 000 $ d'ici à quelques mois. Voilà, donc ça c'est plus pour les indicateurs qui sont plutôt bullish, avec une accumulation massive des gros portefeuilles qui continuent, et un stock to flow qui en fait nous montre que le Bitcoin n'est pas forcément sur une valorisation qui est complètement délirante, si on se base bien sûr par rapport à la création de Bitcoin, à l'inflation et au nombre de Bitcoin qu'il y a déjà en circulation. Maintenant, on va regarder deux autres indicateurs qui ne sont pas aussi joyeux, en tout cas à court terme, ils vont quand même nous indiquer qu'il faut faire attention, on est probablement sur une zone de top. Alors bien sûr, ces indicateurs-là, je vous le répète, mais ils ne sont pas là pour nous timer le marché. On ne peut pas savoir si demain, on va toucher le top ou pas. Ils vont juste nous indiquer qu'on commence à être en fait dans une zone où il faudrait faire attention. Et en général, quand on arrive en fait dans ces zones, qu'est-ce qu'on est censé faire? Réduire l'effet de levier, réduire son exposition, faire attention, bien sûr, en fonction de comment est-ce qu'on gère son portefeuille et en fonction de ses stratégies, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on n'augmente pas son risque sur les niveaux actuels. Ça, c'est vraiment très important et je pense que ce que je vais vous montrer après, ça nous montre que justement les gens, ils font l'inverse. Voilà, mais ce n'est pas forcément une surprise, ça aussi. On verra pourquoi. Alors, là, je vous mets en fait l'indicateur SOPR. Je vous l'avais déjà présenté. Alors, rapidement, pour vous réexpliquer très vite le principe de fonctionnement. Alors, le SOPR en fait nous montre les transactions qui sont soit en gain, soit en perte. Donc, si une personne vend un Bitcoin avec un profit ou avec une perte en se basant sur les transferts sur les données de la blockchain Bitcoin. Alors, on part du principe bien sûr que dans un bull market, en tout cas c'est ce qui a pu en être déduit notamment de ce qui s'est passé en 2017, c'est que durant les phases de bull market, les investisseurs refusent de vendre à perte, ce qui est plutôt cohérent j'ai envie de dire, et c'est pour ça en fait que le SOPR est systématiquement au-dessus des 1. Ça veut dire que en gros, on accepte de vendre pour prendre des gains beaucoup plus facilement qu'on va accepter en fait de vendre pour prendre des pertes, ce qui est plutôt logique. En général, si on est en gain, voire en fort gain, on n'aura pas trop de difficultés à prendre des profits. Par contre, si on est en perte, là, ça risque d'être un petit peu compliqué, d'autant plus dans un bull market, dans un contexte qui va être plutôt euphorique. Donc là, en général, on va se dire, je vais attendre, ça va remonter. Et donc, c'est ça en fait qu'on voit sur les rebonds à chaque fois. Ça veut dire que quand on commence à se rapprocher en fait d'une zone où la plupart des gens ne vont plus être en profit, ils vont arrêter en fait de vendre et donc ça va diminuer la pression vendeuse pour que le prix puisse rebondir. Donc, dans un bull market, durant les phases correctives, on rebondit systématiquement sur la moyenne, donc le 1. En tout cas, en 2017, c'est exactement ce qu'on a eu. Alors, bien sûr, cet indicateur-là n'existait pas en 2017 et ça, c'est extrêmement important de le prendre en compte. Si maintenant on en vient à 2020-2021, on voit que aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en bull market, on évolue donc toujours au-dessus du 1 et en bear market, on évolue très souvent en dessous du 1. Voilà. Mais on l'a vu que là, on était revenu tester en 2020 justement cette zone des 1 durant une phase de correction. Puis après, on est reparti. Et puis en fait, on ne s'est pas arrêté. Et là, pour le coup, on voit une différence majeure par rapport à 2017. C'est que là, on a retouché en fait un niveau qui correspondait au top de 2017. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on vient déjà de toucher en fait le haut, j'ai envie de dire, du cycle haussier pour le Bitcoin? J'en doute quand même fortement compte tenu du timing. C'est-à-dire que je doute quand même fortement que le Bitcoin ne reste en cycle haussier que quelques mois comme ça. À mon avis, en fait, après l'énorme consolidation qu'on a eue, qui a quand même duré plus de 3 ans, entre une baisse, une consolidation et un nouveau départ, je doute quand même que plus de 3 ans, en l'espace de quelques mois, on grille absolument tout et qu'on retombe. Honnêtement, ça m'étonnerait quand même fortement. Ça veut juste dire en fait que ces indicateurs-là, ils sont conçus sur le passé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fonctionner de la même manière aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte et il faut vraiment faire attention. Quand on se base sur le passé, c'est uniquement à titre indicatif. Il ne faut surtout pas croire que ça va toujours se reproduire. Maintenant, ça reste un indicateur qui nous montre tout simplement la psychologie humaine. C'est-à-dire que quand on est en profit, on accepte au final de commencer à sortir parce que le marché est en train de baisser, on commence un petit peu à paniquer, mais vu qu'on est en profit, on veut protéger en fait justement ces plus-values qu'on a réalisées, donc on va être beaucoup plus amené à vendre.
Et dès qu'on va commencer à voir que là, on va commencer à vendre à perte, on arrête, on se dit c'est bon, ça va repartir. Donc si les humains, et en général c'est le cas, se comportent de la même manière, la vague de correction, elle peut prendre du temps, peut-être qu'elle prendra beaucoup de temps à ce qu'on l'ait, ça c'est aussi possible, mais le jour où on l'aura, ce sera à mon avis intéressant de regarder vraiment le comportement du SOPR. Donc là, on a eu une toute petite baisse, à peine 20-25%. Ça a suffi en fait pour commencer à en faire paniquer et là on le voit tout de suite, ça a commencé à fortement baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a beaucoup de personnes qui sont en profit, il y a une prise de bénéfice qui est plus facile. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont prendre des bénéfices parce qu'ils vont paniquer. Donc explosion de la volatilité. Voilà, c'est ça en fait que cet indicateur nous montre, uniquement les comportements des gens. Donc ce qui est important en fait de comprendre, c'est que plus on aura de personnes qui vont avoir des plus-values qui vont être importantes, plus il sera facile de les faire paniquer et de les faire vendre parce qu'ils vont être amenés à rapidement vouloir sécuriser en fait leur plus-value. Et c'est pour ça en fait qu'un marché ne peut pas monter en ligne droite parce que s'il monte en ligne droite, tout le monde va se retrouver à gagner en fait des dizaines, des centaines, des millions de dollars. Et donc ces personnes-là en fait, ils restent humains. Ils ne sont pas tous formés à la psychologie humaine, loin de là. En général, c'est toujours mis de côté cette partie-là. Et ils vont réagir comme la plupart des gens. Dès qu'ils vont voir que ça va commencer à baisser un petit peu trop fort, ils vont paniquer, ils vont vendre, ce qui va amplifier en fait la baisse. Alors ces personnes-là en plus vont se dire, c'est pas grave, j'ai vendu avec une plus-value. Certes, mais il faut comprendre qu'ils vont permettre aux gros, justement, qui ont les moyens de faire baisser le marché, qui va être amplifié par le comportement des gens, de pouvoir racheter plus bas. Aussi, une chose qui est assez importante, c'est que dans les commentaires, je vois souvent des personnes qui me disent « Oui, mais là, les pros et tout, ils veulent juste acheter du Bitcoin et ils vont pas le vendre. » Mais attendez, mais à quel moment est-ce que des professionnels de marché, est-ce que des fonds vont payer le prix fort s'ils peuvent payer moins cher? Ça n'a absolument pas de sens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont les moyens de faire baisser le marché, ils vont le faire baisser sur des zones justement qui sont stratégiques, après des très très fortes hausses, quand il y a beaucoup de monde qui ont généré beaucoup en fait de plus-value, ils n'auront aucune difficulté à faire baisser le marché, qui va être amplifié par les comportements humains, pour racheter beaucoup plus bas. Donc ne soyez pas naïfs par rapport à ça, c'est un marché qui est quand même assez manipulable. Les gros, honnêtement, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc ne soyez pas naïfs s'il vous plaît, s'ils veulent le faire baisser, ils peuvent le faire baisser. Et là, ce qu'on a eu, c'est rien, d'accord? On pourrait se taper une baisse qui est bien plus importante sans aucun problème. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. En tout cas, j'espère que c'est clair, hein. Donc, pour récapituler, quand trop de personnes sont en plus-value, ont des grosses plus-values, il y a une prise de bénéfice qui va être beaucoup plus simple et donc une volatilité qui va exploser beaucoup plus. Donc, cet indicateur permet de savoir si on est potentiellement sur une zone de rebond, mais en aucun cas, il permet en fait de savoir quand est-ce qu'on va aller. Et en plus de ça, il ne permet pas de savoir si on est sur un top. Là, en fait, vous pouvez le voir. En fait, ce n'est pas un indicateur qui doit être utilisé pour savoir si on est sur un haut de marché. Là, on peut juste dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont en profit et qu'il ne faut pas grand-chose pour que justement ça rebaisse fortement. Voilà, c'est tout. Mais concrètement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller encore plus haut. Donc, j'espère que c'est clair pour ça. Ensuite, deuxième indicateur qui est un petit peu différent, c'est le MVRV. Je vous l'avais également déjà présenté. Donc celui-là, pour le coup, il est aussi relativement simple. C'est juste la différence entre la capitalisation et la capitalisation réelle qui, elle, va être basée en fait sur le dernier prix d'achat de chaque Bitcoin. Donc, on part du principe aujourd'hui que la market cap, donc la capitalisation, c'est le nombre de Bitcoin en circulation multiplié par le dernier prix. Mais concrètement, qui est-ce qui a payé son Bitcoin au dernier prix? Surtout en phase haussière comme ça, personne. Personne n'a payé son Bitcoin à 40 000 $, d'accord? Quasiment personne. Et pourtant, on calcule la market cap par rapport à ça en partant du principe que tout le monde l'a acheté à 40 000 $. Alors que la capitalisation réelle, elle, va se baser en fait sur les derniers transferts de chaque Bitcoin pour justement estimer leur prix par rapport à la date du transfert. Donc, certes, ce n'est pas une science non plus exacte, mais en tout cas, c'est beaucoup plus proche de la market cap actuelle. Donc, si on compare la capitalisation avec la capitalisation réelle et qu'on fait justement la différence, eh bien, on obtient ce graphique-là. Donc, ça veut dire que si on est proche des zéros, ça veut tout simplement dire en fait que la market cap est égale à la market cap réelle. Donc, c'est très souvent sur des zones d'accumulation, des zones d'achat, parce que techniquement, en fait, j'ai envie de dire que la market cap devrait être quand même plus élevée que la market cap réelle. Sinon, ça veut dire qu'on a atteint un prix plancher
sur lesquels la plupart des gens ont acheté. Donc en gros, ça veut dire que si on a un Bitcoin, on va dire qui tombe à 3000 $, eh bien, ça veut dire que le prix moyen de l'ensemble des Bitcoins aujourd'hui, bien sûr en circulation, il est à peu près de 3000 $. Donc ça veut dire que ça pose un bottom et ça veut dire qu'il y a peu de chances pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui vendent sur ces niveaux. Donc c'est la zone verte. Par contre, justement, on voit qu'on est quasiment monté sur la zone rouge au-dessus des 7. Donc là, on commence quand même à avoir un sacré écart entre la market cap et la market cap réelle. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en fait que là, pour le coup, il n'y a quasiment personne qui a acheté son Bitcoin à 35 ou à 40 000 $. Donc, il n'y a pas grand monde qui va défendre vraiment ces niveaux. D'accord? En fait, c'est pareil, c'est de la psychologie. Si tout le monde achète un Bitcoin à 40 000 $, ben, il y a peu de personnes qui vont accepter en fait de le vendre plus bas. Donc, ça va poser un bottom. Là, à l'heure actuelle, c'est absolument pas le cas. Par contre, si tout le monde achète son Bitcoin à 2000 $, on va dire tout le monde, la plupart des gens, personne ne sera contre le vendre à 40 000 parce qu'il y a beaucoup de plus-value. Donc la zone rouge, c'est une zone en fait de vente parce que juste, il y a énormément de plus-value, il y a beaucoup de personnes qui sont en profit, donc ça dérangera personne de vendre un petit peu, pas forcément tout, mais un petit peu sur ces niveaux-là. C'est de nouveau uniquement ça en fait que nous montre cet indicateur. Donc c'est pareil, si on regarde en 2017, on voit qu'on pouvait monter systématiquement à 6, puis rebaisser à 2, remonter, rebaisser, remonter, jusqu'à vraiment partir sur une phase d'accélération où là, on le sait, il y a eu énormément de profits. Maintenant, regardez quand même ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé en ligne droite. On est très très vite tombé. Donc ça veut aussi dire que le laps de temps pour vraiment récupérer le plus gros du profit, il n'a pas duré très longtemps et c'est pour ça qu'il y a très très peu de personnes qui en ont vraiment profité. Donc, cet indicateur, il est clair que pour l'instant, il est relativement haut. On voit que durant la petite baisse, on a commencé à baisser. Pour l'instant, ça a rebondi. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas encore chercher plus bas. Et c'est vrai que ce serait plutôt sain de quand même baisser un petit peu plus, revenir chercher en fait la zone des 2-3. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le prix doit beaucoup baisser. Là, on l'a vu, une toute petite baisse, c'est quand même ça a commencé à rebaisser quand même assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément espérer une trop grosse baisse. J'ai quand même de gros doutes par rapport à ça. Donc voilà pour le MVRV. Donc ces indicateurs-là, en fait, ils nous montrent clairement que là, on est plus sur une fin de vague haussière qui a été déclenchée en fait depuis la cassure des 12 000 $ plutôt qu'un début. Après, je rappelle qu'un cycle haussier est composé de vagues de hausse et de vagues de baisse. Et il faut bien que la vague de hausse actuelle se termine à un moment ou à un autre. Si ça ne fait que monter, on va se retrouver avec tellement de plus-value que la baisse va être encore plus amplifiée. Voilà, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'échappatoire par rapport à ça. Donc, si ça continue à monter, j'ai envie de dire tant mieux pour nous, pour nos portefeuilles. Par contre, faites attention, il va falloir être capable de correctement sortir du marché parce que sinon, il y en a beaucoup qui vont se faire complètement rincer par le marché. Je vais terminer en fait la vidéo justement pour revenir un petit peu à ce que je disais en début de vidéo par rapport notamment aux joueurs de casino. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs de casino, autant dans les marchés traditionnels que dans le marché des crypto-monnaies. Il suffit en fait de regarder tout simplement les liquidations sur les produits dérivés, notamment les contrats futurs. Là, je vous mets le graphique qui nous montre un petit peu ce qui s'est passé depuis octobre. Il s'est quand même passé depuis octobre pas mal de choses. On voit qu'il y a un effet de levier. Il y a vraiment des personnes qui sont là pour jouer, qui prennent des risques démesurés. On l'a vu déjà en fin novembre. On a eu une toute petite baisse, honnêtement 15% à tout casser. On a eu plus d'1 milliard de liquidations. Ça veut quand même dire qu'il y a énormément de monde qui sont passés à l'achat juste en dessous de l'ATH sur la zone des 18-19 000 $. Et dès que le prix a un tout petit peu baissé, ils sont fait sortir. Donc levier beaucoup trop important. Ciao les gars, vous dégagez. Ensuite, on a vu également qu'on a eu durant les deux petites baisses de janvier, on a eu une première petite baisse d'à peine 10-15%, puis une deuxième de 20-25%, des baisses plutôt rapides qui ont commencé à faire paniquer les gens. Et regardez les liquidations, on dépasse les milliards à chaque fois et ça amplifie les mouvements. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a énormément de joueurs de casino qui prennent un risque démesuré sur les contrats futurs. Ils font en plus exploser les frais de refinancement, donc ça veut dire que ça devient extrêmement coûteux en fait de rester long
sur le Bitcoin ou sur l'Ether. Et donc en fait, ces personnes-là, il faut les faire sortir. Et donc c'est aussi pour ça en fait que on a systématiquement des mouvements comme ça aussi violents. Et c'est ça, on va dire, ça accompagne la baisse. Vous comprenez bien que s'il y a énormément d'effets de levier, que si tout le monde est acheteur, qu'il y a un frais de refinancement qui est extrêmement élevé, et qu'en plus de ça, il y a beaucoup de monde qui sont en plus-value, il suffit de quelques petits vendeurs assez gros qui font un peu baisser les prix pour que le prix commence à vraiment baisser beaucoup plus. Et c'est exactement ce qu'on a eu en janvier. Voilà. Donc, c'est complètement normal. Je le répète, il y a beaucoup de monde qui sont en gain. Ça augmente aussi complètement l'irrationalité, les émotions et donc les mouvements de prix. Et en plus de ça, je vais conclure cette vidéo pour vous dire qu'actuellement, il y a un excès de confiance. Quand tout le monde gagne de l'argent, tout le monde se prend pour le roi du monde. Il y a un excès de confiance, donc il y a un excès de risque. On va prendre plus de risques, alors que comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas maintenant qu'il faut prendre du risque. Le risque, il fallait éventuellement le prendre à 12 000, 13 000, 14 000, allez, 20 000 dollars, pourquoi pas, mais ce n'est pas à 30 ou à 40 000 dollars qu'on va commencer à prendre encore plus de risques. Absolument pas. Donc, excès de risque, parce que on se prend pour le roi du monde, excès, donc beaucoup en fait de biais psychologiques, et donc excès de volatilité. Voilà. Donc, les comportements qu'on a actuellement, c'est uniquement de la psychologie, des comportements de foule. Il n'y a rien de vraiment inquiétant en l'état actuel des choses. Pour l'instant, le bull market se met correctement en place. Les médias font leur travail de correctement en parler. Alors, certains disent de la merde, d'autres disent des bonnes choses, mais concrètement, ils font leur travail. Les altcoins commencent, en tout cas, on commence à avoir des signaux. C'est justement ce qu'on avait partagé en fait dans la dernière lettre d'investissement premium qu'on a envoyée. On avait clairement indiqué en fait que les altcoins de la DeFi, précisément de la DeFi, commençaient à donner en fait des signes avant-coureurs de rebond. C'est exactement ce qu'on a eu justement cette semaine. Donc, c'est très positif pour les altcoins. On commence à avoir un début de rebond. J'espère que ce rebond va durer quelques semaines, voire quelques mois, pour qu'on puisse correctement en profiter et qu'on puisse accumuler davantage de Bitcoin. Mais en tout cas, tout est en train de se mettre correctement en place. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les stratégies pour en profiter sereinement. Voilà. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Je vous rappelle que pour vous inscrire à la lettre d'investissement, le lien est dans la description. N'oubliez pas le petit like pour le soutien. Et bien sûr, comme toujours, si vous voulez débattre de tout ça, c'est dans l'espace de commentaires. Je vous dis donc à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.